Depuis la nuit des temps, des femmes tracent des voies. Des voies inspirantes, surprenantes, que nous pourrions emprunter même juste le temps d'un pas de côté. Depuis la nuit des temps, des femmes pensent, créent, brisent les entraves, défient l'impossible et s'inventent une destinée. Elles sont notre précieux héritage, mais nous les connaissons si peu. Dans ce podcast, nous vous proposons de marcher dans leurs pas. Ensemble, on va conjuguer l'histoire au féminin pour s'enrichir et pour déployer nos ailes. Dans chaque épisode, notre invitée nous parle de 2 femmes qui ont transformé sa vie. Nous sommes Alexandra et Caroline. Bienvenue dans Donne-moi des ailes. Aujourd'hui, nous recevons Christophe Fauré. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Bonjour Christophe, bienvenue dans Donne-moi des ailes et merci de nous accueillir à Paris aujourd'hui. Bonjour Caroline, bonjour Alexandra. Bonjour Christophe. Et bienvenue à la maison. Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Vous êtes psychiatre et psychothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des ruptures de vie comme les deuils, les transitions ou les séparations. Votre vocation trouve sa source dans vos jeunes années en tant qu'interne lorsque l'épidémie de sida se déclare en France. Vous accompagnez alors les personnes en fin de vie dans les unités de soins palliatifs de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, puis à la maison médicale Jeanne Garnier à Paris. En mai 2001, vous éprouvez le besoin de faire une pause et partez en retraite dans le monastère bouddhiste de tradition tibétaine d'Akpo, en Dordogne. Vous auriez pu y passer toute votre vie. Vous y resterez 2 ans. Depuis, vous continuez à étudier le bouddhisme et à pratiquer la méditation. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et c'est avec Vivre le deuil au jour le jour que le public vous découvre à la fin des années 90. Ce best-seller a été complété et réédité en 2012. Votre livre « Maintenant ou jamais, la transition du milieu de la vie » a obtenu le prix Psychologie Fnac 2013 du meilleur essai. Vous venez de publier 2 textes formidables sur le thème de la vie après la mort, un sujet qui vous passionne depuis plusieurs années. Nous avons lu les 2 avec passion. Votre roman « Mourir n'est pas te perdre » ainsi que son complément scientifique « Cette vie et au-delà ». Vous êtes très engagé et parrainé de nombreuses associations, parmi lesquelles Vivre son deuil Île-de-France, Phare enfants parents et Apprivoiser l'absence. Le cœur de votre travail se fonde sur la conviction que chacun d'entre nous a en lui des ressources insoupçonnées d'acceptation et d'apaisement. Et vous transmettez ce message avec beaucoup d'amour et de douceur, et ça, on adore. Alors dans notre quête du matrimoine, vous nous emmenez sur le chemin précieux de la transmission. Et vous avez choisi 3 femmes qui ont à cœur de propager leur savoir. Dans notre livre, vous nous avez proposé un portrait touchant et profond de la philosophesse et mathématicienne grecque Hypatie, vous qui êtes férus du monde antique. Aujourd'hui, vous allez nous présenter Michel Salamagne et Kandro Rinpoche. Et nous commençons avec Michel Salamagne. Michel Salamagne est une anesthésiste française qui a joué un rôle déterminant dans la mise en place des unités de soins palliatifs en France. Dans sa pratique professionnelle, elle est confrontée à la souffrance des personnes hospitalisées et cherche des moyens pour les soulager. Elle s'informe, voyage à l'étranger et découvre qu'une femme pionnière en médecine, Cicely Saunders, a développé, en Angleterre depuis les années 60, le concept de soins palliatifs et fondé un premier établissement dédié à la fin de vie. Michel Salamagne ouvre ainsi, dans les années 70, la voie aux soins palliatifs en France en créant dans un premier temps la première consultation hospitalière spécialisée dans la douleur, dans laquelle il s'agit d'accompagner des personnes qui souffrent d'un cancer en phase terminale. Elle fait face à cette réalité de la fin de vie. Les patientes et les patients ont besoin d'être soulagés des douleurs physiques, mais aussi d'être accompagnés psychologiquement, émotionnellement, tout en restant en lien avec leur entourage. Elle prend conscience de l'importance de créer une équipe pluridisciplinaire pour accompagner toutes les dimensions de la fin de vie. Elle met en place, en 1990, avec le docteur Seba Glanoé, la première unité de soins palliatifs à l'hôpital de Villejuif. On lui confie la direction. Elle vous engage alors, vous, Christophe Fauré, dans son équipe. Elle met au point des pratiques de soins, au cours desquelles malades, familles, médecins se retrouvent dans une authentique communauté de vie. Elle a aussi été une force de proposition déterminante pour qu'un cadre législatif adapté voie le jour en France. Alors Christophe Fauré, pourquoi avoir choisi de nous parler de Michel Salamagne aujourd'hui ? Eh bien Michel Salamagne, c'est vraiment une personne qui était déterminante dans mon parcours professionnel. C'est vraiment
elle qui a fait la personne que je suis au niveau médical, au niveau professionnel, même au niveau humain. C'est vraiment une des premières. Hein. C'est vraiment une des femmes. Et elle a rencontré tellement d'obstacles. Il n'y avait pas beaucoup d'unités. Il y avait celle du docteur Abiven à la cité universitaire, Jean-Michel Lassonnière à l'Hôtel-Dieu. Et c'était vraiment tout ce qui était les soins palliatifs en France. Et tout était à inventer. Donc c'est vraiment aussi, je pense, porté par cette mission d'implanter quelque chose de nouveau dans la fin de vie qui a été déterminant pour elle. En fait, elle m'a pas embauché dans l'unité de soins palliatifs. J'y suis arrivé en grattant à la porte. C'est bonjour, il y a de la lumière. J'ai un petit peu besoin d'aide parce que je suis en train de perdre pied dans l'association aide à la confrontation à la fin de vie. J'ai besoin d'être aidé parce que j'avais vraiment besoin d'acquérir des connaissances sur la fin de vie, parce que je me noyais un petit peu dans l'association Aide où il y avait plein de jeunes personnes qui décédaient du sida. J'avais une toute petite vingtaine à ce moment-là, et donc je commençais mon parcours dans mes études de médecine. C'est vraiment Michel Salamagne qui m'a vraiment accueilli dans son unité. Et là, au début, j'étais en observateur. Et après, progressivement, Michel, c'est une des caractéristiques de cette femme merveilleuse, elle donne sa chance aux gens. Christophe, est-ce que tu n'aurais pas un avis psychiatrique sur ce patient? Qu'est-ce que tu conseillerais? Parle avec les patients, parle avec les médecins, parle avec les proches. Et je parlais avec les bénévoles aussi qui étaient dans l'unité. Comme ça, de proche en proche, l'air de rien, au fil des années, je me suis implanté dans l'unité sans jamais avoir été employé dans l'unité. C'était que du travail bénévole pendant des années. Mais c'était vraiment ça aussi, les soins palliatifs, on sort des cadres. Et en fait, grâce à elle, grâce à la confiance qu'elle m'a donnée, je suis rentré progressivement dans les chambres des patients et j'ai commencé à proposer des prescriptions qui a développé donc en moi une connaissance de la psychiatrie appliquée aux soins palliatifs avec des prescriptions très spécifiques, un maniement des médicaments qu'on ne retrouve pas dans la psychiatrie habituelle avec des petites doses, des doses vraiment, une connaissance aussi très forte de la médecine pour éviter toutes ces interactions médicamenteuses. Et c'est cette confiance-là qui marche. C'est vraiment, Christophe, vas-y, va, apprends. Et d'ailleurs, cette idée de donner sa chance c'est quelque chose qui est resté à l'intérieur. Dès que je peux donner sa chance à quelqu'un pour avancer au niveau professionnel ou pour mettre en contact, ça m'a tellement aidé. Et donc, tout cela a vraiment implanté l'idée que faire confiance aux jeunes, faire confiance à la personne et miser là-dessus. Ça, c'est vraiment hyper important. Et c'était vraiment le point de départ de la découverte de cette approche qui prenait enfin en compte ce qu'on appelle la douleur totale, la douleur physique, psychologique, relationnelle, émotionnelle, spirituelle. Et de fil en aiguille, au fil des mois, je me dis mais pourquoi pas faire ma thèse de médecine et de psychiatrie, et de mémoire de psychiatrie, sur ce sujet-là. Et donc, c'est là où j'ai commencé à travailler avec les personnes en deuil, à me plonger dans toute la littérature anglo-saxonne. Il n'y avait encore rien, quasiment rien en français. Là, on parle des années 90. C'était vraiment là où je me suis, à la fois par l'association WED, j'y suis resté 10 ans, où il y avait la confrontation avec les deuils multiples liés au HIV, mais à l'unité de soins palliatifs également, avec d'autres types de décès, par cancer et autres. Donc, il y avait vraiment prise de conscience que là, il y a quelque chose qui n'est pas accompagné, qui n'est pas pris en charge, qu'on néglige et on présuppose que notre société sait accompagner ça, alors qu'elle ne sait plus accompagner ça. Il y avait un savoir ancestral qui était perdu et qui avait besoin d'être retrouvé. Et donc, cette thèse de médecine sur le deuil, eh bien, c'est devenu le livre « Vivre le deuil au jour le jour ». C'est vraiment le point de départ qui vraiment avait ses racines dans le terrain, dans l'unité de soins palliatifs, vraiment de Michel Salamagne à l'hôpital Paul Brousse. Donc vraiment, tout a démarré là. Et c'est comment de démarrer une carrière en étant tout de suite confronté chaque jour aux enjeux de la fin de vie?
C'était une nécessité en fait au bout du compte parce que je commençais à être un peu à suffoquer par rapport à cette mort qui était partout et sur laquelle je n'avais aucun repère. Donc c'était vraiment pour aller chercher des repères, structurer ma tête, structurer ma pensée que je me suis retrouvé à aller dans cette unité de soins palliatifs. Je faisais en parallèle mon internat de psychiatrie à l'association AIDE, une hotline qui accueillait les personnes qui découvraient leur séropositivité. Et à l'époque, on ne savait pas ce que ça veut dire. Mais aussi des deuils à répétition, des deuils multiples. Et au bout du compte, alors que je pensais que c'était lourd et tout, j'ai trouvé quelque chose qui m'a nourri. Au bout du compte, il y avait des gens d'une incroyable bienveillance. Ça allait du médecin jusqu'à la dame de service. Et de ce qui pourrait être a priori être lourd, épuisant, noir, plombant et tout, et c'est en fait révélé être extrêmement lumineux, extrêmement joyeux, en mettant en avant des valeurs de bienveillance, de tolérance, d'accueil, d'écoute. Mais aussi, il y avait cette proximité avec ce mystère de l'existence. Qu'est-ce que c'est que mourir ? Il y a quelque chose de sacré qui se passe à ce moment-là. Et avoir l'immense privilège d'y assister régulièrement, ça construit un être, ça construit une âme. Allons à l'essentiel et incluons plus que jamais la dimension spirituelle dans l'existence. Et est-ce que c'était nouveau aussi que la médecine aborde une problématique de santé, quelle qu'elle soit, de manière pluridisciplinaire ? C'était totalement nouveau. D'ailleurs, c'est resté longtemps la marque de fabrique des soins palliatifs. Ça le reste toujours. Hein. Ça couvre effectivement la douleur, qui est vraiment l'élément principal, et le traitement ou l'apaisement de tous les symptômes de fin de vie. Mais aussi, il y a une idée quand même derrière tout cela. Quand on prend compte la douleur physique, s'ouvre l'espace pour qu'on puisse parler. Quand qu'on se tord de douleur à cause de son cancer sur son lit, on n'a pas l'espace pour parler. Le prérequis, c'était multidisciplinaire, dans le sens qu'il faut s'occuper de la dimension physique du corps, c'est vraiment dans l'objectif de pouvoir libérer la parole et aussi apaiser les proches qui peuvent également entrer en communication avec la personne, et aussi permettre aux proches des temps où on a échangé de façon pacifiée, où on a pu se dire au revoir, et on sait que ça contribue considérablement au vécu du deuil. Deuil qui fait d'ailleurs aussi partie du concept des soins palliatifs. Alors, est-ce que vous pensez que c'est un hasard que les soins palliatifs finalement aient été inventés et mis en avant par des femmes tant en Angleterre qu'en France ? Et qu'est-ce que ça a amené de particulier ? Quand on va dans des congrès de soins palliatifs de la SFAP, la Société française d'accompagnement de soins palliatifs, que Michel Salamagne a contribué à créer, eh bien, on voit que des femmes, quasiment que des femmes, très peu d'hommes. Donc il y a vraiment la dimension du soin, la dimension prendre soin, hein, des choses qui sont, depuis la nuit des temps, inscrites dans le féminin, même si dans les unités de soins palliatifs, il y a beaucoup d'hommes, mais c'est vraiment un lieu merveilleux où le féminin de l'homme, son anima, peut vraiment s'exprimer. Alors que dans la médecine un petit peu occidentale, un petit peu dure, c'est surtout l'animus, le côté yang, le côté combat agressif des traitements, qui est très bien, bien sûr, mais qui, dans la dimension palliative, en fin de vie, est peut-être un peu moins pertinente. Donc c'est à la fois des femmes et aussi des hommes qui assument leur anima, leur dimension féminine. Ça nous a vraiment frappé en préparant l'épisode. Elle a dit lors d'une interview, elle a parlé de son ouverture et expliqué, on la cite, « Nous recevons ces patients quand la médecine ne peut plus rien pour eux parce que justement, elle peut encore quelque chose. » Et cette volonté d'ouverture, qu'est-ce que ça change en fait, selon vous, de considérer que la médecine peut servir à autre chose que guérir ? On dit que les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il y a à faire quand il n'y a plus rien à faire, hein, déjà. Et donc, cette ouverture, c'est une invitation au bout du compte. Hein. C'est une invitation qu'on ne retrouve pas forcément dans une médecine un peu plus agressive. Et j'insiste, c'est bien qu'elle soit agressive, hein, mais dans le contexte de la fin de vie, cette ouverture-là permet aux gens peut-être juste au dernier chapitre de leur vie, de s'ouvrir alors qu'ils ne l'ont jamais fait.
C'est fou d'ailleurs que certaines personnes, en unité de soins palliatifs, la durée de séjour, c'est à peu près 3 semaines. C'est vraiment hyper court. Mais la personne a 3 semaines et elle a des personnes qui lui disent comment vous allez. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Est-ce que vous avez envie de parler de ce qui se passe pour vous intérieurement? Et des gens découvrent aux dernières minutes de leur vie qu'on peut s'ouvrir, on peut parler de ce qu'on ressent, on peut parler de ce qu'on a vécu. Et pour certaines personnes, là je parle vraiment des années 90-2000, c'était vraiment extrêmement nouveau. Normalement, on se tait, les médecins décident, ils prescrivent, et voilà. Alors que là, c'était une ouverture aussi à des choses un petit peu iconoclastes. Par exemple, en soins palliatifs, un monsieur qui meurt d'un cancer pulmonaire, eh bien, on peut être amené à dire « Vous voulez fumer ? Fumer, quoi. » Il y a l'unité de soins palliatifs de Paul Brousse. C'est un super bâtiment qui a été vraiment conçu pour ça. Il y a une partie pour les proches, avec une cuisine, une chambre, enfin un lieu où ils peuvent se reposer, même un lieu pour les enfants, même où ils peuvent passer des nuits, pour être à proximité immédiate avec la personne qui meurt. Ils se rendent compte qu'ils ont une place, que l'hôpital ouvre aussi une place pour eux, alors qu'ils se pensaient parfois être dérangeants, ne pouvant se visiter que pendant quelques heures, alors que là, vous voulez rester pour accompagner votre fille? Ah bon, je peux rester? Ben oui, il y a un lit si vous voulez passer un jour ou deux. Il se passe des trucs complètement folles. C'est une unité de soins palliatifs, une ouverture aussi à la société civile. Les bénévoles rentrent. C'est essentiel ça. Les bénévoles, donc les non-soignants, même s'ils sont soignants, les non-soignants rentrent, la société civile rentre et apporte son regard particulier sur la fin de vie. Et comme vous les décrivez, on dirait vraiment que c'est un lieu où les frontières finalement se brouillent. C'est assez incroyable. L'associatif est rentré. Donc on voit combien les soins palliatifs a été vraiment une espèce de brise-glace, de fer de lance qui ont imprégné par capillarité beaucoup de secteurs de la médecine. Et on ne s'en rend pas compte, mais beaucoup d'avancées dans la médecine au sens large, ont pris leur point d'origine dans les soins palliatifs. Des choses qui semblent un peu évidentes, eh bien, c'était pas évident il y a peut-être 10, 15, 20 ans. C'est grâce aux soins palliatifs. On n'a pas conscience de cela. Vous parlez de la vie, la mort, mais aussi justement qui est soignant. Oui, exactement. Qui n'est pas soignant. Je trouve que c'est une belle manière de... Oui, il se passe des choses folles, notamment un mariage. Une dame qui allait mourir 5 jours avant, elle dit non, je vais épouser mon compagnon. Ils se sont mariés dans l'unité. Et c'est des choses qu'on voit maintenant dans d'autres unités. C'est vraiment magnifique. Merci de nous faire découvrir non seulement Michel Salamagne, mais aussi cet univers où finalement ce qui est important, c'est le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble. C'est vivre. C'est le vivre et c'est la décision de faire quelque chose jusqu'au bout. Quelque chose de qualitatif qui apporte une empreinte d'amour, de sagesse, de bienveillance à ces derniers temps d'existence. Et c'est majeur. Enfin, c'est dommage que ce soit simplement déployé à la fin de la vie, alors que ceci devrait imprégner toute vie depuis le début. Si vous aviez une chose à retenir de ce qu'elle vous a transmis, vous garderiez quoi? La détermination. Cette femme est déterminée. Elle s'est battue. On l'a insultée. On a cherché à l'humilier. Enfin, vraiment, elle s'est vraiment battue pour implanter l'approche palliative. Une détermination calme, tranquille, mais vraiment, on avance. On avance. Et quand on a des convictions, et quand on sait intimement que ces convictions sont justes, on avance. Là, elle était très yang. Là-dessus, très dans cette énergie-là de détermination pour faire valoir ce qui est juste, ce qui est bon et bien. J'ai reçu le soutien de 1000 mères. Ma fille, je te le lègue, un menton haut et fier, cœur libre, point en l'air. Sois ma digne héritière, j'ai reçu le soutien de 1000 mères.
Dis-moi, Alexandra, et si on racontait pourquoi c'est si important pour nous d'inviter aussi des hommes dans Donne-moi des ailes? Alors c'est sûr que cet épisode est le bon moment pour rappeler que l'inspiration n'a pas de genre. Mais carrément, les 2 femmes dont nous parle Christophe Fauré aujourd'hui ont eu un impact majeur sur lui, non seulement à un niveau perso, mais aussi sur sa carrière. On a tant de références inspirationnelles au masculin. Pour nous, c'est super important d'entendre des hommes nous parler de femmes qui les ont inspirés. Oui, alors c'est sûr que certains nous ont avoué avoir dû se creuser la tête pour trouver des femmes à nous présenter, hein, tu te rappelles. Mais c'est pas le cas de Christophe Fauré. Non, c'est pas son cas. Enfin, quoi qu'il en soit, leurs témoignages sont super touchants et ça leur a plu de jouer le jeu avec nous. Et pour aller plus loin, ça fait vraiment réfléchir aux raisons qui font qu'on a si peu de modèles féminins, hommes comme femmes. On creuse tout ça dans le livre d'ailleurs. L'idée étant d'en prendre conscience pour que ça change, pas de dénoncer pour culpabiliser et se sentir mal. Et c'est pour ça qu'il est si important pour nous d'embarquer des hommes dans cette belle aventure de Donne-moi des ailes. Alors pour reprendre les mots de Shimananda Ngozi Adichie, nous sommes tous des féministes. Et nous, on pense que ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire évoluer nos représentations, main dans la main. Donne-moi Donne-moi des ailes. E-2-L-E-S. Kandroma Tsering Paldron Rinpoche, dite Kandro Rinpoche, est née dans une famille tibétaine en 1967 en Inde, dans le Bengale occidental. Elle est la fille de Mindroling Trichen, chef de l'école Nyingma du bouddhisme tibétain, un des lamas tibétains les plus renommés de cette lignée. À l'âge de 2 ans, Kandro est identifiée comme la réincarnation de Kandro Urgyen Tsomo, l'une des maîtres femmes les plus renommées de son temps. Elle reçoit alors des enseignements et des transmissions de maîtres renommés, parmi lesquels son père, mais aussi le Dalai Lama. Elle passe son enfance dans un monastère bouddhiste entouré de nonnes. Devenue l'une des rares éminentes enseignantes tibétaines, elle voyage énormément, notamment en Europe, au Canada et aux États-Unis pour transmettre la tradition. Elle a créé et dirige le monastère bouddhiste Samten-tse en Inde, où résident 30 nonnes et qui est aussi un lieu d'étude et de retraite pour les pratiquants laïcs et monastiques occidentaux. Elle a écrit en 2003 un livre intitulé « This Precious Life, Tibetan Buddhist Teachings on the Path to Enlightenment » et mène également de nombreux projets humanitaires dans le domaine de la santé et de l'éducation. Kandro Rinpoche s'intéresse au dialogue interreligieux et siège actuellement au Conseil des chefs religieux mondiaux de l'Institut interconfessionnel Elijah à Jérusalem. Alors Christophe Fauré, pourquoi avoir choisi de nous présenter Kandro Rinpoche? Kandro Rinpoche, c'est vraiment une femme impressionnante. J'ai eu l'occasion de la rencontrer, de suivre ses enseignements quand j'étais au monastère bouddhiste tibétain dans le Périgord. Et j'avais envie de parler de cette femme parce que c'est une des rares femmes grand maître spirituel tibétain reconnu au niveau international, et en cela c'est extraordinaire parce que dans un monde quand même très encombré de beaucoup d'hommes dans la tradition bouddhiste tibétaine, elle fait vraiment pas figure d'exception parce qu'il y a des lignées de femmes accomplies dans le bouddhisme tibétain, mais quand même une femme qui a une telle dimension, un tel charisme, une telle force de frappe aussi dans sa manière d'être. Ça, c'est vraiment quelqu'un d'assez exceptionnel. Et je suis vraiment, comme je l'ai rencontré, j'ai pu goûter cette puissance. Elle est puissante, cette femme. Et c'est en cela qu'elle est un peu impressionnante. Je me souviens la première fois, le premier enseignement qu'elle avait donné à Dakpo, elle se pose, et là, elle regarde l'assemblée, et là, on se dit, oh là. Elle se dit, oh là, qu'est-ce qui va nous arriver? En tibétain, on dit, c'est les maîtres courroucés. Les maîtres courroucés, c'est pas les maîtres gentils, qui sont, oui, ils sont gentils, bouddhisme gentil, mamama. Non, là, les courroucés, c'est dit, mais qu'est-ce que vous faites de vos vies, quoi? Hein? Mais qu'est-ce que vous faites? Elle remonte les bretelles jusqu'au nez. Elle a cette puissance de parole, elle n'est pas dans le compromis. Elle est très directe et elle vraiment remet la personne en question, déstabilise la personne, mais c'est toujours dans une extrême bienveillance et compassion. Elle n'essaie pas de déstabiliser l'être, elle déstabilise l'ego, les constructions égotiques, toutes les négociations qu'on fait pour négocier avec soi-même, avec la réalité, avec les autres. C'est comme on dit le Vajra. Le Vajra, c'est vraiment le diamant qui tranche dans l'ignorance, dans la complaisance, dans les faux semblants. Et vraiment, moi je trouve que c'est ça qui m'a impressionné chez elle, cette puissance
là. Et quand je parlais de Michel Salamagne avec cette détermination, il y a quelque chose dans un autre domaine de cette puissance avec Kandro Rinpoche, aussi de faire entendre une femme, une voix féminine dans ce monde où il n'y a que des voix masculines, de défendre aussi les droits des jeunes filles, de promouvoir aussi l'éducation des jeunes nonnes qui étaient beaucoup moins sophistiquées, beaucoup moins avancées que l'éducation des jeunes moines. Et donc ce combat-là, très féministe au bout du compte, elle le porte et elle l'incarne. C'est pas tendre, c'est vraiment, mais c'est jamais violent. C'est rigoureux, c'est exigeant. L'exigence de qu'est-ce que tu fais de ta vie. Et d'ailleurs, son livre-là, Cette précieuse vie, renvoie à ce concept bouddhiste de la précieuse vie humaine, qui dit que cette vie, elle est courte, mais elle est précieuse parce qu'elle est l'opportunité de déployer dans cette vie toutes les qualités de sagesse, d'amour, de compassion, d'équanimité, etc., qui sont vraiment les fondements du bouddhisme et qui véritablement exhortent les gens à dire ne perdez pas du temps. C'est court. Cette vie humaine, on entre donc dans une approche qui inclut la réincarnation. C'est rare d'être un être humain. C'est cette énergie-là qui fait d'ailleurs qu'elle est très respectée au niveau international et notamment par les grands maîtres masculins qui voient en elle vraiment la dimension puissante, féminine qu'on retrouve aussi dans tout le bouddhisme tibétain. Il y a vraiment des femmes très puissantes. Dont on parle si peu. Dont on parle si peu, oui. Pourquoi la question de la réincarnation, elle paraît si étrange aux Occidentaux? Et est-ce que vous, avec finalement votre spiritualité bouddhiste et puis le fait que vous êtes très présent dans le monde de la fin de vie, est-ce que vous vous voyez comme un trait d'union? Oui, alors, au bout du compte, ok, il y a la réincarnation, mais c'est pas ça qui compte. Regardez comment vous vivez maintenant et vous aurez une idée des graines que vous plantez maintenant et qui fleuriront dans un certain type d'existence. C'est maintenant, en reprenant cette notion de précieuse existence humaine. Et avant tout, c'est cette vie. Mais comment on déploie la dimension de sagesse et d'amour, compassion. Et dans sa vie à elle, justement, elle a été identifiée comme, à 2 ans seulement, comme étant la réincarnation d'une grande maître spirituelle tibétaine. Est-ce que vous pensez que ça a été quand même difficile pour une femme de prendre la place qu'elle a prise au sein de cette spiritualité? Je ne sais pas. Elle est quand même née dans une lignée qui est vraiment la lignée Mindroling, qui est une des axes de l'approche Nyingma. Et Kandro Rinpoche est né dans cette lignée de Mindroling, qui est connue pour être une lignée depuis à peu près le XVIIe siècle, une lignée de femmes éveillées. Elle est dans la continuité d'une tradition de femmes éveillées. Donc c'était sûrement compliqué, mais elle avait une place. Il y avait déjà un cadre structurel, un cadre conceptuel qui accueillait les femmes accomplies dans cette petite niche du bouddhisme tibétain. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre le fait que vous soyez bouddhiste et vos travaux sur la continuité de la conscience? Il y a un lien, il y a un lien, mais en fait, cet intérêt, il ne s'est pas nourri de bouddhisme, il s'est nourri de l'expérience de terrain. C'est ça, hein, c'est vraiment important de le signaler. Ma réflexion autour de la continuité de la conscience n'est pas fondée sur le bouddhisme. Elle est d'abord, en premier lieu, en première ligne, fondée sur un constat en unité de soins palliatifs, qui est un lieu privilégié pour toutes les expériences de fin de vie, où les perceptions prend place dans les récits, dans ces circonstances où des personnes racontent des expériences de mort imminente. Elle est présente dans les récits de personnes en deuil qui racontent des vécus subjectifs de contact avec les défunts. Donc c'est sur base de ça, en fait. Même si, quand j'avais 13 ans, il y a eu un chemin concomitant en lisant le livre de Raymond Moody, La vie après la vie, qui parlait pour la première fois des expériences de mort imminente, et que c'était synchrone avec les premières lectures que je lisais sur le bouddhisme. Mais véritablement, je me suis attaché à la dimension scientifique. D'ailleurs, dans mon bouquin, Cette vie au-delà, je parle quasiment pas de bouddhisme, pour pas qu'il y ait un biais qui soit introduit là-dessus. Après, que l'on retrouve dans l'expérience de mort imminente, par exemple, des enseignements puissants qu'on retrouve dans le bouddhisme, mais aussi dans toutes les autres traditions, évidemment, ça met en écho et ça renforce l'idée que, tiens, ce chemin est sûrement un peu pertinent. Mais c'était en deuxième ligne, c'est venu après.
Et comment avez-vous rencontré Khandro Rinpoché ? Alors, quand je suis arrivé, c'était il y a 20 ans maintenant, en allant à Dakpo Kyaguling, en laissant tout, le gars débile qui laisse tout, qui vend tout et qui se dit « Ok, je vais consacrer ma vie à la voie monastique ». Là, j'ai pris les vœux de moine et l'idée, c'était de me préparer à la retraite de 3 ans, faire la retraite de 3 ans au monastère mère qui, lui, se trouve en Auvergne et de continuer tout le temps ma vie là-dessus. Après, ça s'est changé. Je le raconte dans un livre, d'ailleurs, « S'aimer enfin », où le chef de la lignée Kagyu, le Karmapa, en Inde, m'a dit « T'es médecin, tu retournes dans le monde, c'est quand même plus utile dans le monde en tant que médecin que sur un coussin dans un monastère enfermé. » Bon, et c'est ce que je fais, je ne regrette pas une seule seconde. Mais c'est dans ce contexte-là de préparation à ces retraites de 3 ans que je n'ai donc pas faites, parce qu'on m'a dit de revenir. Et c'est dans un enseignement de voir arriver ce petit bout de femme, elle n'est pas grande, elle se pose, et là elle regarde l'assemblée, et on se dit « Oh là !» Elle se dit « Oh là, qu'est-ce qui va nous arriver ?» Et c'était ça, hein, l'occasion d'enseignement. Vraiment, un regard. Et ça qui était génial à Dakpo, c'est que vraiment, ces maîtres, on les voyait. Et vraiment, ça va au-delà de tous les livres qu'on peut lire, de toutes les pratiques qu'on peut faire. C'est la transmission, elle est là, quand ces maîtres vraiment éveillés, quand ils ont vraiment reconnu la nature de l'esprit et qui sont vraiment dans une ouverture où il n'y a plus personne, si ce n'est que l'immensité de l'esprit, non réduit à un ego qui te regarde. L'enseignement, il est là. Et ça touche au cœur, ça traverse toutes les strates de bêtises qu'on peut accumuler en soi. Et ça touche et ça plante la graine en disant, mais oui, ce sont des miroirs, ces grands maîtres. Qui me dit regarde-toi. Et c'est ça qui est tellement bouleversant, qui est tellement. Alors après, ça c'est vraiment le fruit. Ils donnent le fruit de leur pratique, et après pendant l'enseignement, ils donnent le chemin, les instructions pour mener à cela. Et Khandro, elle y mène en remontant les bretelles. Alors les 2 femmes que vous nous présentez aujourd'hui, elles sont en situation de leadership. Est-ce que vous pensez que c'est important que les femmes prennent aussi cette place ? C'est essentiel, c'est pour rétablir ce déséquilibre fondamental d'une énergie trop yang. Quand on regarde notre monde actuellement, dans quel état il est, si l'approche masculine yang était la voie de l'accomplissement de la paix, ça se saurait. D'accord ? Donc, et quand on regarde tous nos dirigeants, ils sont essentiellement masculins, les dirigeants, même dirigeants d'entreprise et tout. Donc, véritablement, c'est une évidence qu'il y a besoin de retrouver un équilibre de polarité pour qu'il y ait juste un équilibre, parce que c'est un monde en déséquilibre. Évidemment, si on favorise qu'un pôle, forcément, il y a structurellement un déséquilibre. Donc, restaurer à sa juste place le féminin. Mais j'insiste, comme je disais tout à l'heure, hein, le féminin à la fois chez l'homme, hein, et le masculin à la fois chez la femme. Donc c'est vraiment ces dimensions-là permet une équité d'être, et ce sera plus féminin-masculin, c'est plus l'être. Et ce ne sera pas important que ce soit un chef d'entreprise féminin ou masculin, c'est un chef d'entreprise qui a un équilibre de ces dimensions féminines et masculines. Après, ça a besoin de s'incarner sur des personnes à l'extérieur, mais l'idée, ce serait que ça s'incarne dans des manières de penser à l'intérieur. Mais tout à fait. Nous, on dit souvent que notre livre « Donne-moi des ailes », on espère qu'il sera bientôt périmé, dans le sens où ce sera plus important finalement de savoir que telle personne est une femme ou un homme. Mais en attendant... En attendant, il faut aller dans ce sens-là. Mais c'est véritablement ça. C'est très jungien, cette approche-là, vraiment de animus anima, équilibré dans le yin et le yang. Et c'est là où est l'harmonie, bien sûr. Et qu'est-ce qu'elle vous a transmis de plus précieux ? Ce truc de précieuse existence humaine. C'est vraiment, Khandro Rinpoché, elle est vraiment dans ce truc-là. C'est pas qu'il y a urgence, mais le temps presse ne gaspille pas ta vie, c'est son message. Ne gaspille pas ta vie, c'est précieux. Regrettez pas, il y a un temps qui est donné, on ne sait pas, ça peut s'arrêter dans 1 heure ou dans 50 ans, mais véritablement, avec détermination, c'est là que je fais le lien avec Michel Salamagne, œuvre à ce que ta vie soit accomplie. C'est assez simple au bout du compte. Hein. Quand on a ces boussoles-là, on dit, ok, comme Nike, hein, just do it. On a simplement besoin de le faire. C'est assez simple, en fait.
il y a des enseignements qui sont à disposition. Pas besoin d'être bouddhiste pour ça, on se les inspire, on peut les décliner dans n'importe quelle spiritualité, ou même dans une spiritualité complètement laïque, mais qui, quand on les met en œuvre, donne du sens à cette vie et fait que on peut arriver en soins palliatifs, se rendre en se disant c'était une belle vie, hein, parce qu'on est apaisé et on meurt sereinement, mais on meurt. Une des façons de plus avoir peur de la mort, c'est de pas avoir peur de sa vie, ancré dans des convictions que l'on sait être justes, en fonction de ses boussoles d'amour et de sagesse. Quand on est équipé avec ce kit de survie, je pense pas qu'on puisse se tromper dans ce qu'on réalise dans son existence. Je sais pas, vous en pensez quoi? Merci beaucoup Christophe Fauré de nous avoir donné des ailes aujourd'hui. Les biographies de Kandro Rinpoche et de Michel Salamane sont à découvrir sur notre site internet donne-moi-des-ailes.com. À bientôt! Cet épisode a été conçu avec beaucoup d'amour par Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. Pour le son et la réalisation, c'est Charlie Azinco qui a fait des merveilles. Aidez-nous à faire rayonner les femmes en partageant cet épisode et en lui donnant plein d'étoiles. Quant à vous, quelle inspiratrice vous a donné des ailes? Partagez votre expérience sur les comptes Facebook ou Instagram du podcast. Nous avons hâte de la découvrir. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes vous aussi une source d'inspiration. Le monde a plus que jamais besoin de votre lumière.